tout d'abord un grand bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver en présentiel. Je pense que ça fait du bien pour tout le monde après ces mois difficiles que nous venons de passer. Je déclare la réunion du 24 février ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur qui ne saurait pas nous rejoindre aujourd'hui, retenu par d'autres obligations. Au niveau de chaque groupe, Monsieur Rassin, Madame Crane, Julien. Isabelle Sardi, Catherine Aurélien et Madame François et Madame Whistler dans les embouteillages il y a 10 minutes. Donc elle arrive. Monsieur Capa. Virginie. Luc. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2022. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Donc la dernière réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Stans de Bruges en visioconférence et de moi-même en présentiel. La séance est ouverte à 16h35, 51 membres y assistent. Madame la directrice générale provinciale assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2021. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sur les documents 21-22 A07 à 21-22 A13. Les amendements budgétaires 20-21 AB01 et AB02 sont rejetés. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 20-21 153 à 157 et 20-21 159 à 161. Monsieur Pierre Brosse, nommé en qualité de directeur général provincial stagiaire à la date du 1er février 2022, prête le serment constitutionnel en langue française. Monsieur Pierrick Fastré, nommé en qualité de directeur financier provincial stagiaire à la date du 1er février 2022, prête le serment constitutionnel en langue française. Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2021 est approuvé. La séance publique est levée à 18h45. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Et un petit mot que j'ai oublié de dire en commençant, vous avez vu que j'ai un petit appareil ici devant moi qui me permet de vérifier le taux de CO2 de la salle en espérant qu'il ne fasse pas trop de bruit aujourd'hui. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, le document 22/162, vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de la liste écolo pour le district d'Eupen, arrondissement de Verviers, appelé à siéger en remplacement de M. Michel Neumann, démissionnaire. Nous allons procéder à la désignation par voie de tirage au sort d'une commission spéciale de vérification des pouvoirs pour l'arrondissement de Verviers. Elle sera composée de 7 membres. La commission devra nommer en son sein un président et un rapporteur chargés de soumettre les conclusions de la commission au Conseil. Alors, j'invite les membres suivants et par tirage au sort, Monsieur le Premier secrétaire, si vous savez choisir nos 7. Colombini Déborah. Raté, elle n'est pas là. Lux Valérie. Le jeune Jean-Denis. Le beau Caroline. Ouzio Alexis. Capa Serge. Van de Bury Julien. Le jeune Luc. Je pense qu'il y en a 7. C'est bon. Je vous invite donc à vous diriger vers la salle des gardes et nous suspendons nos travaux pendant quelques minutes afin de permettre à la commission que nous venons de désigner de s'acquitter de sa mission.
Nous pouvons reprendre nos travaux et la parole est à Madame Lebeau, rapporteure, qui va nous faire connaître les conclusions de la commission spéciale de vérification. Et avec grande surprise. Chers collègues, au nom de votre commission spéciale de vérification réunie en séance de ce jour sous la présidence de Van de Bury-Julien et à laquelle assistaient Valérie Lux, Jean-Denis Lejeune, Ouzio Alexis, Serge Capa, Luc Lejeune et moi-même, j'ai l'honneur de vous faire rapport sur la vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de l'arrondissement de Verviers, du district de Eupen, afin de pourvoir au remplacement de M. Michel Neumann, démissionnaire. Madame Odette Treinen, née le 2 novembre 1959 et domiciliée 19 Ekenweg à 4700 Eupen, est première suppléante en ordre utile de la liste écolo du district d'Eupen, à laquelle appartenait Michel Neumann. Par courrier daté du 27 janvier 2022, Madame Treinen notifie au président du conseil provincial qu'elle accepte le mandat de conseillère provinciale. Il résulte d'une correspondance avec l'autorité communale de la ville d'Eupen datée du 28 janvier 2022, certifiant que Madame Odette Treinen réunit les conditions d'éligibilité requises et ne se trouve dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les dispositions décrétales. En conclusion et à l'unanimité, votre commission spéciale de vérification vous propose, Mesdames les conseillères provinciales, Messieurs les conseillers provinciaux, d'admettre Madame Odette Treinen à la prestation de serment et de procéder à son installation en tant que conseillère provinciale. Merci Madame la conseillère. Vous avez entendu les conclusions du rapport de votre commission spéciale de vérification tendant à admettre comme membre du conseil provincial Madame Odette Treinen, issue du district de Eupen, en remplacement de Monsieur Michel Neumann, démissionnaire. Je mets ces conclusions aux voix. Qui est pour les conclusions de la commission spéciale de vérification? Unanimité. Je vais à présent inviter Madame Odette Treinen, dont les pouvoirs viennent d'être validés, à prêter le serment légal en lui rappelant que pour pouvoir assister de plein droit aux séances du Conseil de la communauté germanophone avec voix consultative, elle doit prêter le serment constitutionnel exclusivement ou en premier lieu en langue allemande. Vous avez la parole, Madame Treinen. Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Je jure fidélité au roi, l'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie. Je prends acte de votre prestation de serment et vous déclare installé dans vos fonctions de conseillère provinciale. Je vous souhaite, chers collègues, la bienvenue dans notre Assemblée et je vous informe que Mme Treinen sera membre de la 5e commission en remplacement de M. Neumann. Le point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 2 points. Le document A14, questions d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l'avenir du Palais des Princes-Évêques, et le document A15, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au projet de mobilité douce, la Vesdrienne. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre règlement d'ordre intérieur, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse et, à l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question référencée à 14, je donne la parole à M. Marc Magnery. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur le chair, mais vu qu'ici, ça fait réellement plaisir de vous revoir en chair et en os, j'y vais. Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Messieurs les directeurs généraux et financiers, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions. Chaque mois, nous avons le privilège, sauf les 2 dernières années, de siéger au sein d'un bâtiment dont le prestige n'est plus à démontrer. Le Palais des Princes-Évêques est en effet classé patrimoine exceptionnel. Dans cet immense bâtiment, de nombreux changements se préparent les années à venir, à savoir un projet de réimplantation des différents services du parquet général et de la Cour d'appel de Liège, qui est à l'étude,
À terme, certaines surfaces seront disponibles lorsque les services de la police fédérale hébergés au palais déménageront vers le futur nouveau centre de Votem. Et tout récemment, le ministre Michel, responsable de la régie des bâtiments, a annoncé débloquer 40 millions d'euros pour sa rénovation. Parallèlement à ça, vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil provincial, une partie de ses services et le gouverneur occupent ces locaux comme simples locataires. En effet, le palais provincial est une copropriété entre le fédéral et la région wallonne. À ce titre, nous faisons face à tous les ennuis que peuvent subir des locataires. Dégradation de l'état du bâtiment sans possibilité d'intervention, difficultés et lenteurs des travaux entrepris, manque d'autonomie et d'efficacité dans la gestion des espaces disponibles, etc. Dans ce contexte, ne serait-il pas pertinent pour la province de se positionner comme un partenaire privilégié pour l'acquisition, peut-être même partielle, et la gestion, partielle également, du palais provincial? Vous ne cessez de dire que la province doit être plus visible, s'ouvrir aux citoyens. Ne serait-ce pas là l'occasion d'ouvrir ce lieu inestimable à ses concitoyens, tout en retrouvant une autonomie de gestion permettant à la province de Liège de s'installer de manière pérenne, mais aussi plus moderne dans ce bâtiment? De plus, le potentiel touristique et de valorisation patrimoniale du Palais des Princes-Évêques est réel. Il suffit de voir la grandeur et la majestuosité de la cour d'honneur lorsque celle-ci est libérée de son usage de parking. Enfin, il faut savoir que l'utilisation de ce palais pour rendre la justice est le fruit d'une contingence historique. Ce lieu n'a pas vocation et ne répond pas aux exigences modernes de sécurité pour ce faire. Nous souhaitons que le Collège provincial puisse participer de manière active à la réaffectation et à la gestion de ce palais pour le faire rayonner dans sa ville, dans sa province et même toute le Régio et plus seulement jusqu'à Lantin. Merci pour la réponse que vous m'accorderez. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite donc Monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je me joins à Monsieur Manieri pour me réjouir de la présence en chair et en os de mes collègues, et pas que, les services, les nouveaux grades légaux, et comme vous le savez tous, si le gouverneur n'est pas parmi nous, c'est parce qu'il est endeuillé. Ayons une pensée dans ces moments difficiles. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général provincial, chers collègues, selon la formule consacrée, Monsieur le Conseiller, je vous remercie de m'avoir posé cette question sur l'avenir du palais. Elle me permettra tout d'abord de vous répondre sur un sujet qui symbolise notre patrimoine commun, celui de tous les citoyens, mais aussi de vous signaler que la province n'a pas attendu les dernières annonces de la justice ou du secrétariat d'État en charge de la Régie fédérale des bâtiments, et par ailleurs mon ancien collègue, ni d'ailleurs votre légitime et pertinente question d'actualité pour se préoccuper de l'état de santé de ce fleuron architectural qui abrite notamment notre Assemblée. Ainsi, depuis le début de la législature, la province de Liège fut véritablement le premier lanceur d'alerte sur le lent délabrement du palais, notamment par de nombreux courriers aux différents ministres en charge des régies fédérales et régionales des bâtiments et du patrimoine. Ces prises de position ne sont d'ailleurs pas restées dans l'opacité des échanges épistolaires entre institutions. Nos intentions concernant le palais furent dévoilées à l'opinion publique lorsque j'ai eu l'opportunité de préciser la position du collège provincial dans une interview parue dans le journal La Meuse du 21 mai dernier. Vous admettrez, Monsieur le Conseiller, que la province a joué la transparence dans ce dossier particulièrement complexe à bien des égards. Au-delà du simple constat, la province a aussi fait des propositions et a annoncé sa disponibilité pour obtenir un droit réel sur le bien immobilier en vue de coordonner, aux côtés des divers intervenants, la restauration et les nouvelles affectations du palais, plus en accord avec ses caractéristiques historiques et patrimoniales.
Sans remonter à Erard de Lamarck, qui devait certes avoir ses préoccupations de propriétaire, fondateur de ce palais, mais qui ignorait sans doute les innombrables difficultés rencontrées aujourd'hui par les occupants précaires des lieux, rappelons que depuis le 12 août 2020, où l'on constata les premières chutes d'ornements en pierre de taille de plusieurs façades de la Grande Cour et de la Cour Nodger, nous avons écrit à 3 reprises au ministre en charge de la Régie régionale des bâtiments. Malgré cette implication directe, nous n'avons pas pu obtenir de promesses pour un droit réel. Et encore, là, on ne demandait qu'une amphithéose. Ni même le début d'un plan de sauvetage et de sauvegarde, mais simplement une prise en considération polie et de circonstances. Je le répète, ce dossier est d'une grande complexité. Permettez-moi d'exposer brièvement la situation dans ce décor historique. Considéré comme le plus beau monument civil de Wallonie, et là, je vais poser une colle à tous, je voudrais savoir, celui qui sait, vous n'allez pas me répondre dans l'instant, mais j'espère que d'aucuns reviendront vers moi, de nous dire, dans un rayon relativement large, on peut même prendre 200 à 300 km, où y a-t-il un bâtiment de la même importance, un bâtiment historique de cette taille, qui avait la fonction civile? Parce que bien sûr que, patrimonialement parlant, des édifices religieux, il y en a à foison. Mais un bâtiment civil de cette taille, je pense que dans un périmètre très large, il n'en existe pas, mais on aimerait connaître à quelle distance se trouve le plus proche. Le palais a aujourd'hui le plus grand besoin qu'on lui accorde non seulement une indispensable restauration, mais aussi une mission à la hauteur de son prestige. À mes yeux, ce double objectif ne peut se concevoir sans veiller à ce que le citoyen puisse, dans le respect que l'on doit aux illustres témoignages de notre passé, y être associé. Le citoyen doit pouvoir s'approprier un palais, là où s'est faite l'histoire des peuples coincés entre les différentes grandes puissances européennes des mondes germaniques et latins. Inscrit au patrimoine exceptionnel, vous le rappeliez, de Wallonie, au patrimoine européen et sur une liste indicative de l'UNESCO, le palais de Liège est la propriété pour une partie de l'État fédéral et depuis 2014 de la Wallonie pour une autre, plutôt celle que nous occupons. Le SPF Justice et la province de Liège étant respectivement les locataires, même si le règlement de copropriété et la rédaction des contrats de location n'existent pas encore. Si la chute, en août 2020, de plusieurs éléments de façade contribua à susciter l'émoi de certains sur l'état du palais, le constat inquiétant de son lent mais inexorable délabrement était déjà une réalité pour ceux qui y travaillent quotidiennement. Rappelons qu'il n'a connu, depuis sa grande restauration entre 1962 et 1978, qu'une unique rénovation de la couverture en ardoise de l'édifice à la fin des années 90. Il est indéniable que l'organisation actuelle entre les différents pouvoirs publics jouant un rôle dans la gestion quotidienne et les nécessaires mesures de prévention du palais ne semblent pas être les plus efficaces. Si chacun ne prend pas en compte rapidement la dégradation progressive du bâtiment en raison du manque d'entretien structurel, il est probable que l'édifice soit un jour ou l'autre fermé et que son accès soit interdit par les services de sécurité compétents. La province de Liège ne veut pas en arriver là et réclame une responsabilisation des différents intervenants. Elle n'entend nullement stigmatiser ni les propriétaires ni les locataires du palais, mais bien l'inefficacité patente de la gestion commune de l'édifice, que cela soit pour l'entretien et le nécessaire remplacement d'éléments intérieurs, ou que cela soit pour établir un vaste programme de rénovation des façades et des châssis qui rendent l'âme. Afin de remédier à cette situation délicate, le Collège provincial de Liège a donc proposé, dans un courrier au gouvernement wallon le 11 février 2021, d'enclencher une procédure liminaire en vue d'acquérir un droit réel pour la partie du palais provincial dont la Wallonie est propriétaire. Par cette démarche, et en parfaite intelligence avec l'Agence wallonne du patrimoine, la province de Liège souhaite développer par phase
et sur une longue durée un projet de restauration et de mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel pour tous les citoyens wallons, ainsi que les touristes désireux de découvrir les richesses culturelles du pays mosan. En ce qui concerne l'affectation future du palais, elle devra être repensée pour en faire, en tout ou en partie, un lieu à vocation muséale, même s'il demeure aujourd'hui le siège d'institutions politiques. Il est probablement nécessaire, pour un monument de cette ampleur historique, que le citoyen puisse se l'approprier davantage, notamment par des visites expliquant l'histoire d'un territoire, mais aussi l'évolution de la décision politique jusqu'à nos institutions démocratiques. L'objectif de ce projet est aussi de mettre à la disposition d'associations citoyennes certaines salles pour des expositions, des spectacles qui permettront de faire vivre les différents espaces du palais, dont la cour, en respectant, cela va sans dire, le caractère architectural et patrimonial de cet édifice majeur. Je vous invite, puisque vous souhaitez voir plus souvent le palais vidé de ses véhicules, vous joindre aux fêtes de Wallonie prochaines qui auront lieu dans la cour du palais, et à cette occasion, effectivement, les véhicules en seront proscrits. En parallèle à ce projet d'ouverture au public, le Collège provincial a aussi suggéré de développer à cet endroit un chantier de restauration particulier. L'objectif est d'associer à la fois les artisans, compagnons et étudiants des différentes écoles provinciales, entre autres, à la restauration de l'édifice. Les citoyens pourront également être sensibilisés tout au long des travaux. La préservation et la promotion du patrimoine sont devenues aujourd'hui des préoccupations importantes. Le tourisme, l'économie, l'emploi, l'insertion professionnelle, l'enseignement, la formation et bien entendu la culture sont autant de domaines pour lesquels les lieux patrimoniaux représentent un élément de valorisation individuelle et collective. Il s'agit ici d'un projet dans lequel la province de Liège serait un ensemblier facilitateur, mais où tous les intervenants publics auront un rôle essentiel. Vous le voyez, monsieur le conseiller, le Collège provincial n'est pas resté au balcon de la place Saint-Lambert, mais prend ses responsabilités et fait des propositions. Comme dans beaucoup d'autres dossiers, la pandémie d'abord, les inondations ensuite, n'ont pas facilité l'accélération de ce projet de restauration du palais. La région, pourtant le propriétaire de la partie provinciale du palais dans lequel nous nous trouvons, s'est contenté pour le moment de nous faire savoir qu'il convenait, pour faire avancer le dossier, de sensibiliser le propriétaire de la partie occupée par la justice, c'est-à-dire la Régie fédérale des bâtiments, ce que nous n'avons pas manqué de faire. Le secrétaire d'État en charge de la Régie fédérale est venu sur place en mai dernier. Au pied de nos façades endommagées par les outrages du temps, j'ai pu personnellement le sensibiliser aux problèmes de sécurité engendrés par la lenteur d'action des régies des bâtiments. Aujourd'hui, nous apprenons par la presse que le fédéral débloquerait un budget pour parer au plus pressé. À l'heure actuelle, personne ne sait exactement et de manière certaine si ces crédits sont destinés à l'ensemble du palais ou uniquement à la partie occupée par la justice. On le voit. Rien n'est simple dans ce dossier aux nombreuses entrées, à l'instar de notre palais. Quoi qu'il advienne, la province entend bien jouer son rôle et faciliter une solution pérenne pour le palais. Habituellement, dans les conflits opposant un propriétaire à un locataire sur la vétusté des lieux, le premier réclame que le second agisse davantage et en fasse plus pour maintenir l'état du bien en bon père de famille. Ici aussi, la province n'a pas à rougir de son action. Depuis 25 ans, et sous des régimes relationnels différents entre occupants et propriétaires, la province de Liège a entretenu ses locaux en personnes prudentes et raisonnables et a même investi des centaines de milliers d'euros au-delà de ce qui lui incombait directement pour pallier les retards, les négligences, les absences des vrais propriétaires, l'État d'abord jusqu'en 2014 et la région ensuite, qui ne sont même pas encore entendus entre eux sur une précise répartition des quotités de chacun. Mesdames et messieurs les conseillers, je n'ai pas l'habitude de communiquer pour surfer sur l'air du temps. Comme vous le savez, je préfère agir, construire à petits pas et atteindre les objectifs fixés plutôt que de me répandre dans des communications hasardeuses et prématurées.
Dans ce dossier, comme dans d'autres, je tiens à redire que je m'engage à revenir vers le Conseil provincial dès que nous aurons engrangé une avancée significative pour la préservation du palais. À l'initiative du Collège provincial, un groupe de travail informel est constitué pour coordonner les différentes initiatives prises dans ce dossier. Je vous ferai rapport de son état d'avancement chaque fois qu'il sera nécessaire ou que vous jugerez bon de m'interroger. Dans son dernier ouvrage, Liège et son palais, l'historien liégeois Jean Lejeune dépeignait ce flamboyant navire amiral comme un témoin privilégié d'une époque révolue. En perpétuel devenir, il tiendra son rôle dans une métropole attractive et rayonnante. L'objectif de la province est précisément de rassembler toutes les bonnes volontés, la vôtre, monsieur le conseiller, y comprise, pour que cette prédiction se concrétise dans un esprit de concorde et d'ouverture aux citoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Une autre intervention? Non. Nous pouvons donc passer à la deuxième question référencée à 15. Je donne la parole à monsieur Didier Nissen. Vous avez la parole, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le directeur général, mes chers collègues, chère Claudie. Dans les projets qui sont soutenus par Liège Europe Métropole, le projet de mobilité douce appelé Vesdrienne est au cœur du renouveau de la vallée de la Vesdre. Je cite ici les informations qui figurent sur le site de la SBL. Ce projet de mobilité douce le long de la rivière constitue le principal levier sur lequel un ensemble de projets peuvent se cristalliser. Cela indique un travail en commun sur la trame verte, le positionnement eau, santé, bien-être, la régénération des sites industriels avec l'accueil de nouveaux programmes de logement, notamment en lien avec le réseau des gares. Il s'agit de renouer avec une nouvelle image du paysage d'autrefois lié à l'industrie lainière et de tirer parti de nouvelles retombées économiques et touristiques. Ainsi donc, cette liaison cycle sûre et rapide le long de la Vesdre reliera la frontière allemande à Liège via Eupen, Limbourg, Verviers et Peupaster, pour ne citer que les communes de l'arrondissement où je réside, mais qui sont aussi celles qui ont été fortement touchées par les événements du mois de juillet. Je crois pouvoir affirmer qu'elle est attendue, cette Vesdrienne, avec impatience et enthousiasme dans toute la vallée, et bien entendu, encore plus aujourd'hui, au vu de l'actualité récente. Qu'ils soient privés ou publics, les projets de construction et la reconstruction de ce qui a été perdu lors de la catastrophe vont consommer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Plus de 6 mois après les événements tragiques, les stigmates sont encore bien visibles et les traumatismes restent évidemment nombreux pour la population. Il est dès lors essentiel que les pouvoirs publics délivrent des signes concrets qui attestent de la volonté de structurer le territoire avec une vision optimiste pour l'avenir, mais aussi qui démontrent que les habitants et les victimes des inondations ne sont pas abandonnés. À cet égard, la Vesdrienne devrait être un projet emblématique et prioritaire. Il s'agit donc de saisir les opportunités de la catastrophe. Ainsi, les berges qui doivent être construites pourraient l'être en anticipant les aménagements nécessaires pour la mobilité douce. Monsieur le député, ma question est donc simple. Dans le contexte post-catastrophe que nous connaissons, comment notre institution et ses partenaires, au premier rang desquels la région wallonne, puisque c'est elle qui est à la manœuvre, peuvent-ils se positionner pour assurer, voire pour accélérer le projet dit de la Vesdrienne? Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite donc monsieur Claude Klinkenberg, député provincial, à la tribune pour la réponse du collège à cette question. Merci, monsieur le président. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur général, chers collègues. Monsieur le conseiller provincial, cher Didier, vous m'interrogez au sujet de la mise en chantier du Ravel, dit la Vesdrienne, qui sillonnera le fond de la vallée de la Vesdre, comme vous l'avez dit, et reliera à terme Eupen à Chénet en faisant étape
par notamment la cité linéaire qui vous est chère. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je partage votre conviction et votre impatience. En ma qualité de député en charge du tourisme et de la mobilité, il me tarde en effet de voir émerger cet ambitieux projet de liaison cyclopédestre. Elle est évidemment essentielle à la structuration de nos territoires et au redéploiement du bassin de la Vesdre, comme on l'avait dit. Plus que jamais, la vallée meurtrie de la Vesdre doit être au cœur des préoccupations et d'investissement de l'ensemble des pouvoirs publics. Il est également à noter que, bien avant que les organisations ne mettent en exergue l'urgence du projet de redéploiement, fort pour le bassin, le schéma provincial de développement territorial avait déjà identifié la Vesdrienne comme l'un des projets phares de son axe prioritaire consacré au tourisme. Le Conseil provincial a d'ailleurs soutenu ce projet en marquant son accord de principe pour le financement aux communes de Traux et Chaudfontaine en vue de mettre en œuvre la section entre ces deux entités, mais aussi plus récemment avec la ville de Verviers pour l'étude d'un cheminement cyclopédestre reliant la gare de Verviers à la Vesdrienne et surtout vers le barrage de la Gilep. Pour autant, il ne certainement pas échappé à votre sagacité que c'est la région wallonne et non la province de Liège qui est le principal maître d'ouvrage de cette nouvelle voie verte. Au travers de son plan d'infrastructure 2020-2026, c'est bien la Wallonie et son service mobilité et infrastructure qui assument donc la responsabilité de la Vesdrienne et qui détiennent les crédits budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de l'infrastructure. Mais afin de malgré tout vous apporter quelques éclairages utiles sur l'évolution du dossier, je me ferai humblement le relais de récentes déclarations du ministre régional compétent. Fin 2021, le TRC a ainsi déclaré que le bureau d'études en charge dont le travail avait été logiquement mis à mal par les inondations de juillet était toujours à pied d'œuvre pour adapter les tracés de principe d'aménagement définitif. Tout en tenant compte d'autres études lancées par le gouvernement wallon liées à la morphologie future souhaitée par le bassin de la Vesdre, malgré ces contraintes, la volonté affichée par la région est visiblement de toujours lancer les adjudications de travaux en 2022. Nous y sommes. En priorisant les travaux potentiels les plus élevés. Il me révèle d'ailleurs que le tronçon reliant Verviers et Pépinserre serait jugé prioritaire. Je peux vous assurer que nous serons particulièrement attentifs dans les prochains mois au bon suivi de ce dossier, notamment auprès des autorités régionales compétentes, auxquelles nous ne manquerons pas de relayer vos préoccupations légitimes. Pour notre part, nous tiendrons également prêts à saisir l'opportunité de faire de la future Vesdrienne une nouvelle épine dorsale de notre formidable réseau de balisage en point nœud, qui s'est imposé comme un des outils moteurs du cyclotourisme dans notre belle province. Alors bien évidemment, les innovations sont là. Il faut évidemment, je dirais, reconstruire l'ensemble des berges, mais soyez particulièrement rassurés, nous serons très attentifs à l'évolution de ce dossier qui nous tient, je suppose, toutes et tous très à cœur. Merci. Merci, monsieur le député provincial. Pas de problème. Nous pouvons donc passer au point 4 de l'ordre du jour, le document 163, modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et associations, remplacement de M. Michel Neumann, ancien conseiller provincial. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité. Je vous remercie. Le point 5 de l'ordre du jour. Le document 164. Adoption du règlement de travail destiné aux membres du personnel technique subsidié des centres psychomédico-sociaux organisés par la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des remarques et des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Isabelle Grindorche, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Chers collègues, votre première commission s'est réunie ce mardi 22 février. Des questions sont posées sur le document 2122/164 ayant pour l'objet l'adoption du règlement de travail destiné aux membres du personnel technique subsidié des centres psychomédico-sociaux organisés par la province de Liège. La première question concerne la procédure qui a été mise en place pour l'élaboration de ce règlement de travail
ainsi que le résultat du vote suite à l'approbation du texte du règlement par la commission paritaire locale des CPMS. Le directeur, M. Anzalone, explique que le texte a en fait été soumis à 2 commissions paritaires. D'abord à la commission paritaire centrale de Bruxelles qui nous a communiqué un document cadre, ensuite avec une rencontre syndicale de notre PO en deux temps. Le premier temps a permis de compléter les trous du document cadre pour l'adapter à la province. Il a été ensuite affiché pendant 15 jours pour récolter les éventuelles remarques de nos membres de personnel. Monsieur le directeur nous confirme qu'il n'y a eu aucun retour ni aucune question sur ce document. Donc, dans un second temps, celui-ci a été approuvé sans remarque et donc il n'y a pas eu de vote. Le commissaire demande s'il y avait une autre version de ce document auparavant et M. Anzalone confirme que non et que c'est donc nouveau. Un autre commissaire s'interroge sur le chapitre 4 de la page 79 du règlement de travail et plus précisément sur l'article 6. Il y fait mention que le contrôle des données de communication électronique en réseau n'est autorisé que lorsque certaines finalités sont poursuivies. Le problème se situe dans la formulation du point 1 qui précise la finalité suivante, la prévention de faits illicites ou diffamatoires. Selon le commissaire, l'interprétation du texte pourrait autoriser des contrôles de données réguliers vu le mot « prévention ». Il demande également si on a déjà fait usage de ce point pour effectuer des contrôles par le passé. Monsieur le directeur confirme que non. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre commission vous propose d'adopter ce point. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 6 de l'ordre du jour, le document 165. Rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL, Centrale de services à domicile, Réseau Solidaris, le CSD, exercice 2020, prévision 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des remarques et des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Caroline Lebeau, à nous en faire connaître les conclusions. Donc, chers collègues, votre deuxième commission s'est réunie ce mardi 22 février et a examiné le document 2122/165, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Centrale de services à domicile, Réseau Solidaris, exercice 2020, prévision 2021. Ce point a donné lieu à des questions. Un commissaire demande si le paiement du subside provincial a été payé en 2021. Doit-on compter en plus du résultat du compte 2020? Il lui est répondu que non, mais que l'administration allait vérifier. Pourquoi a-t-il été payé si tard? Il lui est répondu qu'il rentre le code ADOR en fin d'année, donc le 31 décembre, et que c'est sur cette base qu'on le paye. Le subside va-t-il être supprimé comme on l'a fait pour les subsides de l'ADMR? Il lui est répondu qu'il va aussi être supprimé, d'abord diminué de 50%, puis totalement. Ce document a donné lieu à un vote, 3 abstentions, 9 pour, 0 contre. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 7 de l'ordre du jour, le document 166, octroi de subventions en matière de communication, demande de soutien de la SBL Radio-Télévision Culture dans le cadre de son déménagement à la Grand Poste de Liège en 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des remarques et des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Yves Desroilles, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, la deuxième commission s'est penchée le 22 février sur la demande de soutien de RTC. Une commissaire a posé la question de savoir si la tranche 2021 mentionnée dans le document aurait déjà été payée. La députée lui répond par l'affirmative. Après avoir révélé trouvé quelques fautes d'orthographe dans le document et regretté que ce serait, je cite, toujours les mêmes communes qu'on voit sur RTC,
La même commissaire a voulu savoir si le collège aurait bien tenu compte des sommes sollicitées et obtenues par ailleurs au profit de l'ASBL RTC, ce que la députée lui a confirmé. Le vote a été, donc on a adopté cette demande de soutien par 9 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 8 de l'ordre du jour. Le document 167. Octroi de subventions en matière d'enseignement. Demande de soutien de l'ASBL Défi. Évolution du prototype émotion et électromotion durant l'année scolaire 2021-2022. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 9 de l'ordre du jour. Le document AB-03, amendement budgétaire, contrôle de la qualité de l'air dans les salles de classe de l'enseignement provincial. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Moustapha Badji, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Président. Monsieur le Directeur Général, chers collègues, notre quatrième commission s'est réunie ce lundi 21 février et a analysé le document AB-03. Plusieurs questions ont été posées, suivies de discussions sur le dossier concernant le contrôle de la qualité de l'air dans les salles de classe de l'enseignement provincial. Un conseiller pose les questions suivantes. Pourquoi ce point est mis en quatrième commission et pas en troisième? Car la quatrième commission a dans ses compétences les infrastructures. Pourquoi le délai de 3 mois n'est pas respecté? Car la tutelle s'est prononcée le 20 décembre 2021. L'amendement date d'octobre 2021. La décision au niveau du Conseil provincial est datée de novembre 2021. Ce qu'il faut rappeler, c'est aussi la situation sanitaire qui est évolutive. Heureusement, la pandémie a tendance à diminuer. Au niveau de la discussion générale, on a rappelé que les établissements sont en cours d'équipement suite au contrôle de la qualité de l'air dans les salles de classe de l'enseignement provincial. Il faudrait améliorer l'aération des bâtiments. En tout cas, c'est ce qui ressort pour le moment. Pour rappel, nous avons 940 points qui devraient être équipés et aujourd'hui, nous avons 576 points qui sont installés avec des contrôleurs de CO2. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces installations font partie... pardon, je m'excuse. Donc, ces installations sont faites suite à un subventionnement et qu'on avance par phase. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque appareil coûte 150 €, ce qui définit évidemment le budget. Alors, le point a été voté, 2 pour, 5 contre et 0 abstention. Très bien cela. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je vous en prie, M. Delray. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, en effet, un petit historique. En octobre dernier, le groupe PTB déposait une demande d'amendement budgétaire réclamant l'inscription au budget 2022 d'un euro prévisionnel destiné à pourvoir à l'équipement en détecteur de CO2 des locaux de notre enseignement provincial, ceci évidemment dans le cadre d'un plan de lutte contre la propagation du coronavirus. Le 17 novembre 2021, donc un mois plus tard, le Codeco invitait les différents établissements d'enseignement à procéder en effet à ce type d'aménagement.
confirmant ainsi le bien fondé et l'importance de notre demande, tout en apportant un précieux coup de pouce budgétaire, puisque une partie des détecteurs allait ainsi pouvoir, du coup, être achetés grâce à un budget émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Fin novembre 2021, donc une semaine plus tard, 2 circulaires émanant respectivement des services de la ministre Désir et de la ministre Glatigny étaient envoyés aux pouvoirs organisateurs compétents afin de détailler la stratégie de mise à disposition des détecteurs de CO2 dans les établissements d'enseignement obligatoires, dans l'enseignement supérieur de plein exercice et dans l'enseignement de promotion sociale. En commission 3 du mois de janvier 2022, nous apprenions que 350 détecteurs avaient été installés et qu'un marché public avait été initié pour l'achat de 250 appareils supplémentaires, et de cela, nous nous réjouissons. Cependant, un examen attentif des circulaires envoyés par la Fédération Wallonie-Bruxelles révèle que, en vertu d'une stratégie de priorisation assez discutable, les détecteurs devaient être installés en priorité, je cite, dans les endroits où le port du masque peut être relâché, fin de citation, c'est-à-dire essentiellement dans les locaux à disposition du personnel, dans les infrastructures sportives ou dans les locaux de cours accueillant des activités qui ne permettent pas le port du masque, comme par exemple les cours de chant. Cela signifie donc, et la chose ne manque pas d'interpeller, que les locaux où les élèves et étudiants passent le plus clair de leur temps, c'est-à-dire les salles de cours, ne sont pour la plupart toujours pas équipés du matériel approprié. En réalité, les investissements consentis par la Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'à présent ont été minimalistes et très largement insuffisants. C'est la raison pour laquelle le groupe PTB continue de penser que son amendement conserve aujourd'hui tout son sens. C'est pourquoi nous vous remercions d'accueillir la proposition avec toute l'attention qu'elle mérite. Personne ne comprendrait si, pour notre malheur, une nouvelle vague de coronavirus devait nous atteindre encore, que nous soyons pris en flagrant délit d'impréparation sur cette question. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le conseiller. Y a-t-il d'autres réactions à ce sujet? Pas d'autres réactions. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe PTB. Qui s'abstient? Le groupe Écolo, le groupe CDH. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Point 10 de l'ordre du jour, le document 168, rationalisation immobilière, vente à l'ASPI de la partie provinciale du bâtiment, le Verbois, 6 rue du Verbois, 13 à 4000 Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 6 voix pour et une abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 11 de l'ordre du jour. Le document 169. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire, adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. Votre 4e question vous invite dès lors à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Il s'agit donc ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Le point 12 de l'ordre du jour, le document 170, culte budget 2020 de la mosquée Barbaros Hayrettin Passakami, rue Saint-Quirin à Malmedy, prise de connaissance. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. Votre 5e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Il s'agit donc ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution.
Point 13 de l'ordre du jour. Le document 171, mise à disposition des communes d'Ans et de Stavelot d'un fonctionnaire provincial chargé de la poursuite des infractions administratives classiques, des infractions environnementales et des infractions de voirie. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Le groupe PTB, le Conseil, adopte la dite résolution. Les points 14, 15 et 16 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 172 à 174, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL, Fédération du tourisme de la province de Liège, le FTPL, exercice 2020, prévision 2021. L'ASBL, Association de gestion des domaines touristiques du Vallon de la Lambrée, DTVL, exercice 2020, prévision 2021. Et enfin, la SBL, Commission de gestion du parc naturel Haute-Van-Eifel, exercice 2020, prévision 2021. Ces documents ont été soumis à l'examen de la 5e question et n'ont soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la 5e commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 3 résolutions. Le point 17 de l'ordre du jour, le document 175, adhésion à la nouvelle centrale d'achat unique du service public de Wallonie, secrétariat général SPO&SG de la région wallonne. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 18 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2022. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le lundi 21 mars 2022 à 16h30. Je rappelle que notre journée d'études dans le domaine des Hauts-de-Fagne et à Bras-sur-Lienne aura lieu le 22 mars 2022 et qu'un autre conseil aura lieu le 24 mars 2022. Je vous remercie. Merci de votre présence. Ça fait du bien, je l'ai déjà dit tantôt. Passez une bonne fin d'après-midi.